Donc, merci beaucoup à l'ANRS et au CNS pour l'organisation de ce webinaire sur les nouvelles recommandations VIH pour la PrEP et le TPE. On se laisse une petite minute, les connexions sont en train de se faire et puis on va débuter. Donc, on vous propose une première partie de présentation par le docteur Cédric Arvieux, qui a été le pilote de ces recommandations PrEP-TPE. Et puis, on aura un temps d'échange de questions-réponses en deuxième partie que vous pourrez poser au niveau du chat et que je relayerai du coup à Cédric pour qu'on puisse vous répondre au mieux. Donc, ces recommandations sont donc des recommandations sous la triple labellisation de la HAS, de la NRS et du CNS, s'agissant d'un chapitre thérapeutique. Donc, le chapitre a été publié sur le site de la HAS et relayé sur les sites de la NRS et du CNS cet été, au mois d'août. Et donc, il nous paraissait important qu'on puisse vous présenter l'essentiel de ces recommandations. Donc, je remercie le docteur Cédric Arvieux du CHU de Rennes et du Corévi Bretagne qui a piloté de main de maître ces nouvelles recommandations. Cédric, je vais te passer la parole pour que tu puisses partager ton diaporama et Euh, puis on peut démarrer. Merci Pierre. Très bien. J'espère que vous voyez bien les diapositives. Donc, euh, donc voilà, on va parler aujourd'hui des recommandations PrEP, PrEP et TPE, donc qui se font dans un cadre assez large, hein, puisque il ne s'agit pas de parler que de PrEP et de TPE dans le cadre des nouvelles recommandations, mais de tout ce qui concerne les personnes qui vivent avec le VIH dans le domaine soit de la prévention, soit de la thérapeutique, soit de l'accompagnement des parcours de soins. Donc vous voyez là l'ensemble des éléments. Et donc aujourd'hui, moi personnellement, je vais vous parler de la partie prévention, donc prévention pré- et post-exposition. Donc j'ai eu la chance de disposer d'un groupe extrêmement dynamique avec donc des collègues médecins, bien sûr, mais aussi des collègues associatifs. Puis on a été très aidé par un bibliographe médecin de santé publique qui fait un gros travail sur la bibliographie sur le sujet, comme vous savez, qui est quand même extrêmement riche. Alors, c'est un processus très long, l'écriture de ces recommandations, et c'est c'est important à comprendre parce que vous savez que la recherche et les publications sont très dynamiques dans ce domaine-là. Et entre le moment où on a constitué le groupe de travail initialement, le moment de l'écriture, le processus de validation de la HAS et les publications, il y a en fait presque eu 3 ans. 3 ans pendant lesquels la science a continué à avancer. Et donc vous imaginez bien les difficultés quand on rédige des chapitres, de se retrouver en permanence avec des nouveautés. Donc une bibliographie arrêtée initialement à la fin de l'année 2022, mais pendant le processus d'écriture en 2023 et début 2024, beaucoup de nouvelles choses, et notamment dans le domaine de la PrEP, la question de l'arrivée de la PrEP injectable en France, qui est venue modifier plusieurs fois la nature des recommandations. Alors, je voudrais juste revenir pour introduire sur la philosophie générale qui a animé le groupe. Je pense que c'est très important de comprendre ça. La première chose à laquelle on tenait vraiment, c'est la question de l'élargissement à tous ceux qui ont besoin, soit de la PrEP, soit du TPE. On est bien conscient qu'en fait on dispose, alors notamment pour la PrEP, d'un outil de santé publique qui est extrêmement efficace. On va voir pour le TPE, c'est un peu moins vrai, mais qu'un certain nombre de personnes n'ont pas l'accès qu'elles devraient avoir à ce traitement-là. L'idée, c'est essayer de simplifier les parcours aussi pour que ce soit le plus simple possible. Donc, il y avait déjà eu une première étape en 2021 avec le passage de la prescription de la PrEP en médecine générale. Mais l'idée, c'est d'essayer d'aller encore plus loin dans la simplification des parcours. Et puis, je pense qu'il y a une chose importante aussi qui est celle un peu de la déconstruction des préjugés autour de ces traitements préventifs préjugés qu'on peut voir circuler assez régulièrement, et puis de donner un peu plus de pouvoir décisionnel aux usagers. Et je pense que c'est important de redire que
en fait, on a une base scientifique quand on écrit des recommandations de ce type-là, à la fois sur le sujet PrEP et sur le sujet accident d'exposition, traitement post-exposition. Ça nous permet de dire quels sont les bénéfices et les risques finalement de chacune voilà, des solutions qu'on propose, mais que par contre, on a une marge, on va dire, que je qualifierais de non scientifique, qui est assez importante parce que les données ne sont pas complètement arrêtées dans le domaine et on est parti du principe que toute demande devait être considérée, que ce soit pour la PrEP ou le TPE, que c'était de la décision partagée. Et on a écrit clairement dans les recommandations, à la fois dans les recommandations sur la PrEP et dans les recommandations sur le traitement post-exposition, que même si on trouvait pas à l'évidence de facteurs de risque qui nous fassent penser, nous, en tant que soignants, que la personne justifiée d'une PrEP ou d'un traitement post-exposition, il n'y avait finalement aucune raison de lui refuser. Les personnes peuvent être amenées à pas vouloir forcément parler de tout leur risque d'exposition ou avoir des difficultés à exprimer ce risque-là. Donc ça a vraiment, je dirais, piloté notre façon de penser et la façon dont on a rédigé les recours. Alors, finalement, pour la partie PrEP, donc pour qui, quand on regarde, si on prend un chapeau très large, c'est toutes les personnes qui sont finalement à risque de surexposition au VIH. Donc ça va être essentiellement les homosexuels et les hétérosexuels multipartenaires, alors surtout dans la population HSH, dans la mesure où on sait que la prévalence dans cette population-là est actuellement beaucoup plus élevée. Mais voilà, quand on est dans une situation de prévalence élevée et qu'on a des rapports multipartenaires hétérosexuels, je pense à la Guyane par exemple, ou quand on est dans une communauté où il y a beaucoup de virus qui circulent, on est tout à fait dans la justification de la PrEP. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ça reste une décision partagée. Donc toute personne qui s'estime à risque d'exposition, voilà, il faut prendre cette demande en considération et voir quelle est finalement la bonne indication de PrEP à ce moment-là. On a essayé de simplifier beaucoup les choses. En pratique, il n'y a qu'une seule contre-indication à la PrEP, c'est le fait d'être déjà porteur du VIH. Il n'y a pas grand-chose à vérifier avant de débuter une PrEP en pratique, en dehors justement de la sérologie VIH. La fonction rénale quand on utilise l'association tenofovir-emtricitabine, et puis l'absence de contre-indication aux intramusculaires quand on va utiliser le cabotegravir. Bien sûr, vérifier et traiter les autres IST, puisqu'on est dans la prévention d'une IST, et puis jamais oublier toute la partie vaccination avec l'hépatite B, le papillomavirus, le Mpox et l'hépatite A dans certaines situations. Au niveau choix, on n'est pas encombré actuellement, hein, puisque finalement on a le choix entre une PrEP orale et une PrEP injectable. Alors j'en parle au présent de la PrEP injectable, en sachant que le prix n'étant pas encore fixé, la molécule n'est pas encore accessible, bien qu'elle ait une AMM dans l'indication. Alors, comment on va faire le choix entre PrEP orale et injectable? On n'a pas eu beaucoup le temps de travailler cette question-là dans les recommandations et je pense que c'est quelque chose voilà, qui peut transparaître parce que, en fait, quand la PrEP injectable a obtenu son AMM, le texte était déjà soumis en partie à la HAS et donc il a fallu réadapter le texte un peu au dernier moment. On n'aurait pas fait les choses de la même façon si, voilà, si l'AMM avait été antérieure. Euh, on l'a positionné en alternative, en gros, alors soit quand on ne peut pas utiliser du tout la PrEP orale pour des raisons d'insuffisance rénale, mais aussi quand on considère que la PrEP orale ne peut pas être utilisée dans de bonnes conditions. On nous a un peu reproché de parler de seconde intention. Dans la MM du produit, on parle d'alternative et pas de seconde intention. Ça ne signifie pas qu'il faut donner la PrEP après la PrEP orale. En pratique, avec la PrEP, c'est du one shot, hein. Si soit ça marche, soit ça marche pas. Et si ça marche pas, il n'y a plus de place pour la PrEP après si la personne s'est contaminée avec le VIH. Donc l'idée de seconde intention, c'est plutôt de se dire, bon, on considère la PrEP orale, et puis si ça ne paraît pas adapté à la personne, on va plutôt passer sur la PrEP injectable. Et ça, c'est lié aux interrogations qu'on a quand même si les études montrent une supériorité du cabotegravir sur la PrEP orale, sur le long terme, on a quand même encore beaucoup d'interrogations, et notamment le fait d'utiliser une molécule qui est la base même du traitement antirétroviraux des personnes qui vivent avec le VIH, et dont on sait que si on est en échec de PrEP, il y a tous les risques qu'il y ait un virus
résistants à cette classe de molécules qui apparaissent. C'est pour ça qu'on le considère plutôt comme on va dire, de la seconde intention. Quand on disposera de la PrEP par l'Enacapavir sous-cutané, qui est une molécule qu'on n'utilise pas du tout en thérapeutique, même si elle a l'AMM, là les choses seront très différentes, parce qu'en pratique, voilà, l'Enacapavir, si il y a une émergence de l'Enacapavir qui se fait, ça ne va pas gréver la suite du traitement antirétroviral pour les personnes concernées. Alors, les modalités d'administration, pas de révolution par rapport à ce que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. On a simplement anticipé un petit peu en fait ce qui va rentrer dans la plupart des recommandations maintenant, puisqu'on a vu que nos collègues anglais sont en train de préparer leur nouvelle reco. On est parti du principe qu'on avait une couverture plus précoce quand on donnait 2 comprimés à tout le monde, et donc l'initiation par les 2 comprimés est plus du tout réservée aux personnes qui sont en PrEP intermittente. Mais en fait, quand on commence la PrEP, on commence toujours avec 2 comprimés. Donc je passe assez vite sur les schémas. Il n'y a pas eu de changement, il n'y a rien de révolutionnaire par rapport à ça. On a gardé le schéma de PrEP à la demande par rapport à la temporalité dont je parlais tout à l'heure, avec les données qu'on avait au moment où on a commencé à raisonner. On a gardé le schéma de PrEP à la demande chez les HSH et les personnes transgenres. Il y a beaucoup de discussions actuellement pour ouvrir ce schéma aux femmes, aux rapports vaginaux, notamment du fait qu'il y a un certain nombre d'études maintenant pharmacocinétiques qui montrent que finalement, si on prend la concentration intracellulaire au niveau vaginal, on a une couverture qui est tout à fait correcte avec de la PrEP intermittente, alors qu'on n'a pas cette couverture-là si on fait des dosages extracellulaires. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui va probablement être amené à évoluer dans le temps. Pour le PrEP par cabotegravir, ben, malheureusement qu'on ne peut pas encore utiliser, mais je pense que ça va venir assez vite. Schéma tout à fait classique pour ceux qui connaissent la PrEP, le traitement par cabotegravir chez les personnes qui vivent avec le VIH. On peut initier avec des comprimés, mais ce n'est pas obligatoire pour tester la tolérance. Et ensuite, 2 injections à 1 mois d'intervalle et une injection tous les 2 mois pour la suite par voie intramusculaire. De tous les produits qu'on peut utiliser par voie intramusculaire chez les personnes qui vivent avec le VIH, l'avantage c'est que le cabotegravir est le mieux toléré au niveau de l'injection. Pour la surveillance, comme on est en fait sur des molécules qui sont extrêmement bien tolérées, il n'y a pas grand-chose à surveiller. En fait, il y a l'exposition aux autres IST, donc ça, c'est quelque chose qui est connu. Donc on a proposé de faire tous les 3 à 6 mois en fonction du nombre de partenaires finalement et de l'utilisation ou non de préservatifs. Et puis pour la tolérance, finalement, il y a essentiellement la question de la tolérance rénale pour l'association tenofovir et tricitabine et la tolérance hépatique, mais on sait d'expérience, hein, puisque on a quand même beaucoup de recul sur ces thérapeutiques, on sait d'expérience que la tolérance biologique est vraiment excellente, donc on n'a pas vraiment d'inquiétude par rapport à ça. La seule petite particularité pour la PrEP injectable, c'est qu'en fait, les personnes qui s'infectent malgré la PrEP injectable, alors on sait que ça peut être lié à des problèmes d'espacement des injections, mais dans les études, il y a aussi des personnes où on voit de la transmission alors qu'elles ont bien pris leurs injections tous les 2 mois. C'est que en fait, la puissance du médicament fait que la séroconversion se fait assez mal et se fait très lentement. Et donc il faut du temps pour mettre en évidence une séroconversion. Et donc on s'est basé sur le principe qu'en en fait il fallait surveiller non pas avec des anticorps, mais avec la charge virale, à un rythme qu'il faut adapter bien sûr aux injections pour pouvoir tout faire en même temps. Et donc on va faire des charges virales régulièrement. Ce qui est à venir et en discussion, donc qui est venu en fait des discussions qu'on a eues pendant la rédaction des recommandations et qui deviennent voilà, des discussions d'actualité actuellement. Je pense qu'il faudrait qu'on propose une aide plus précise pour le choix entre PrEP oral et PrEP par cabotegravir, mais que finalement le game changer dans l'histoire, ça va probablement être l'arrivée du lenacapavir dans quelques mois ou quelques années. Il y a cette discussion de la PrEP intermittente chez les femmes, hein, puisqu'on a un certain nombre de papiers qui commencent à sortir, qui montrent qu'il y a certainement une faisabilité. Et puis une autre question qui est très importante, mais voilà, qu'on a mis de côté dans les recos, en tout cas pour l'instant, c'est la question de finalement, est-ce que chez les personnes sous PrEP, est-ce qu'il faut systématiquement dépister les IST asymptomatiques?
qui dit dépister dit traiter. Et on sait que c'est à l'origine d'une forte consommation d'antibiotiques, un risque d'antibiorésistance à terme, et on sait bien en maladie infectieuse qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas très chaud habituellement pour traiter des infections où il n'y a pas de symptômes, sauf quand c'est des enjeux de santé publique en termes de transmission. Et là, la question se pose vraiment. Donc, notamment quand je dis IST asymptomatique, c'est pas tout, hein. Bien sûr, on ne parle pas de la syphilis, mais on parle essentiellement du chlamydia et du gonocoque. Il y a d'autres pays, comme nos collègues belges, qui ont commencé à réduire un peu le dépistage des IST dans la population des PrEPeurs, des IST asymptomatiques. Donc, c'est des questions qui vont se poser dans les mois ou années qui viennent. On manque un petit peu de littérature scientifique pour répondre à ces questions-là actuellement. Et enfin, pour terminer sur la PrEP, les évolutions qu'on a proposées pour faciliter l'accès à la PrEP, c'est impliquer directement les sages-femmes dans la prescription, donc que les sages-femmes soient autorisées à prescrire la PrEP, qu'on ait des textes qui permettent vraiment de prescrire la PrEP aux mineurs. Il y a plein de textes différents en fonction des structures autour des mineurs et on voudrait vraiment avoir un texte unique qui s'applique à toutes les structures, à tous les exercices et à tous les mineurs, qui permettent d'être clairs par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire en pratique dans le domaine. L'association Tenofovir Methicillabine n'a toujours pas la MM en intermittent, alors qu'on l'utilise comme ça depuis des années. Donc voilà, il serait peut-être temps quand même de changer la MM. Et puis il y a vraiment une nécessité d'essayer. Vous savez que la PrEP est très peu développée chez les femmes pour l'instant. Probablement en partie pour des raisons d'accès, et donc rendre effectif l'accès de la PrEP aux populations vulnérables, c'est un élément essentiel. Donc à la fois via la médiation en santé, mais aussi l'amélioration de l'accès aux droits et de l'aide médicale État. On sait que les personnes sont particulièrement vulnérables à leur arrivée sur le territoire, et si on les éloigne de la prévention, on sait que ça va pas être bénéfique. Donc voilà, conclusion sur la PrEP, hein, je pense que les obstacles à la PrEP actuellement sont plus psychologiques que techniques. Finalement, on dispose d'un outil très simple, facile à manipuler, sans tellement de contre-indications. Et tout ce qu'on a mis en évidence dans les études qui ont été faites, notamment en France, hein, c'est que finalement, le frein à la prescription de la PrEP, c'est plus notre incapacité à aborder les questions de santé sexuelle en consultation, et notamment en consultation de premier recours, que vraiment le fait d'avoir un outil qui soit trop technique. Et puis, voilà, le développement de nouveaux outils est essentiel, hein, notamment pour les femmes. On a plein d'études qui montrent que la PrEP orale tous les jours, c'est pas un outil qui est très très bien adapté à beaucoup de femmes qui vivent en France. Et donc, l'arrivée du cabotegravir et du lenacapavir devrait quand même permettre de changer les choses assez rapidement. Donc voilà pour la PrEP en quelques minutes. Et pour le TPE, pas de révolution non plus. L'idée, c'est de traiter que les personnes exposées, hein. Donc voilà, on ne peut pas proposer un traitement post-exposition de façon extrêmement élargie à des personnes qui auraient un très faible risque. Pas de nécessité, bien sûr, de traitement post-exposition chez une personne quand la personne source vit avec le VIH et qu'elle a une charge virale qui est connue, indétectable. Et donc finalement, tout l'enjeu dans le traitement post-exposition, c'est savoir qui traiter quand la source est inconnue. Donc ça a été un gros travail de réflexion et de méthodologie pour savoir comment on déterminait cette population source, entre guillemets, qui peut justifier de la prescription d'un traitement post-exposition chez une personne qui se présente pour ça. Donc en fait, on va prendre en compte deux éléments, hein. C'est la probabilité que la source soit porteuse du VIH et non traitée efficacement, et puis le risque de transmission lié au type d'exposition. Et tout ça, en fait, quand on multiplie ces deux facteurs, on va avoir un risque de transmission et un nombre de personnes à traiter pour éviter une transmission. On est parti du principe que quand le TPE était bien donné, il était 100% efficace, ce qui est probablement pas tout à fait vrai. Et on a fait nos calculs de cette façon-là. Et on va prendre un tout petit exemple simplement, hein. Si vous avez une population où le VIH non diagnostiqué est de l'ordre de 1%, et que vous avez un rapport hétérosexuel vaginal avec une femme qui est porteuse du VIH et un homme qui est séronégatif, vous avez un risque de 4 pour 10 000 rapports. Et donc, si vous multipliez ces risques, vous avez
4 infections pour 1 million de rapports. Et donc si vous dites dans ces conditions-là, il faut donner un traitement post-exposition, ça veut dire que vous allez traiter 250 000 personnes pour éviter une transmission. Et on s'est basé sur un modèle qui avait déjà été pris par nos collègues anglais, en considérant qu'en dessous de 1 pour 10 000, on considérait qu'il y avait une indication, entre 1 pour 10 000 et 1 pour 100 000 qu'on réfléchissait, et qu'au-delà d'un risque, d'un nombre de personnes à traiter, au-delà de 100 000 personnes, on considérait qu'on ne recommandait pas le traitement post-exposition. Donc voilà ce que ça donne en termes de tableau. Je vais passer très très vite. Si la partenaire source, si le partenaire source est connu vivant avec le VIH avec une charge virale indétectable, la PrEP, le traitement post-exposition pardon, est presque toujours recommandé en dehors des fellations, sauf si on sait que la charge virale est supérieure à 1000. Et puis quand le partenaire source a une charge virale indétectable et un traitement depuis plus de 6 mois, on considère qu'il n'y a jamais d'indication de traitement post-exposition. Et pour faciliter un petit peu les choses, parce que je pense que ce n'est pas très facile, on a proposé 2 modes d'entrée pour les personnes dont la sérologie est inconnue, quand la personne source a une sérologie inconnue, soit par risque et nature de l'exposition, soit sur, voilà, vous voyez, 3 colonnes. La première colonne où on recommande de façon assez systématique le fait de mettre la personne sous traitement. La colonne de l'autre côté où on considère que finalement le risque n'est pas suffisant pour proposer un traitement. Et puis la colonne centrale où on va réfléchir parce qu'on sait qu'on est entre deux. Par exemple, les personnes qui ont une activité sexuelle sous produit psychoactif, l'activité sexuelle en groupe, voilà, où on ne connaît pas très très bien les conditions vraiment de la façon dont les choses se sont passées, les violences sexuelles, où là on est sur des zones intermédiaires et ça va se discuter, et notamment se discuter avec la personne qui consulte. Pour les transmissions sanguines, pas de grande nouveauté, je passe très vite. Comment on fait le traitement post-exposition? Vraiment le plus tôt possible, et c'est un peu ça la difficulté de la mise en place, en tout état de cause avant 48 heures, parce que vraiment tous les modèles qui ont été testés chez le singe montrent qu'au-delà de 48 heures, on n'a plus d'efficacité. Pendant 30 jours, parce que c'est ce qui est plus pratique. Ce qui est montré dans les études scientifiques, c'est qu'il faut faire plus de 10 jours, mais le plus de 10 jours n'a pas été vraiment défini. Et puis, soit on commence d'emblée avec un traitement de 30 jours, parce qu'on sait qu'on va faire 30 jours, soit il y a des interrogations et la nécessité d'un second avis. Et dans ce cas-là, on peut commencer avec un starter kit. Alors, il faut vraiment bien penser que le traitement post-exposition, c'est une bonne porte d'entrée pour la PrEP, hein. C'est assez rare que finalement un risque d'exposition soit un risque unique. Et dans le TPE, on se met face à un risque unique. Mais si ce risque unique est en fait un parmi des risques répétés, eh bien c'est forcément une indication à la PrEP. Et donc on a bien précisé dans les recommandations que dans ces cas-là, il fallait enchaîner directement traitement post-exposition et PrEP. Donc à la fin des 30 jours de traitement post-exposition, on passe à une bithérapie en PrEP, après avoir vérifié la négativité de la charge virale. Pour le choix du traitement, c'est vraiment extrêmement simple. L'idée, c'est qu'il faut que ce soit efficace sur toutes les souches, il faut que ce soit bien toléré, il faut que ce soit le moins coûteux possible. Et donc, en pratique, le gagnant dans l'histoire, c'est l'association emtricitabine-tenofovir doravirine. Donc, soit sous forme la moins coûteuse, c'est de donner la spécialité de Pifeltro d'un côté et le générique d'emtricitabine-tenofovir, soit pour des raisons de simplicité, le Delstrigo, donc la spécialité qui contient les 3 produits et qui est un petit peu plus coûteuse. Si on passe à une anti-intégrase où il n'y a aucune différence probablement en termes d'efficacité, on augmente les coûts et le Biktarvy a été adopté dans un certain nombre de pays. Voilà, on n'a rien contre le Biktarvy, c'est juste que dans toute cette liste-là, c'est celui qui coûte le plus cher. Pour le suivi, on a essayé de simplifier au maximum. Et donc, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait un bilan initial et qu'ensuite, dans le suivi, il n'y ait qu'un seul bilan dont la temporalité va dépendre du type d'exposition et des risques. En gros, est-ce qu'il y a un risque hépatite ou pas de risque hépatite? Est-ce qu'on a donné un traitement antirétroviral voilà, en TPE ou est-ce qu'on n'a pas donné de traitement? Et donc, on fait notre premier bilan et puis on fera notre second bilan. Si on veut enchaîner directement pour la PrEP, on fera notre second bilan à S4 et on enchaîne sur la PrEP avec une charge virale ici.
Si on n'a pas donné de TPE, bah, simplement on attend 6 semaines, la période de séroconversion, sachant que très bien qu'à un mois, on a quasiment toutes les réponses, mais bon, officiellement, ça reste 6 semaines. Si on a mis un TPE et qu'on n'enchaîne pas sur la PrEP, on va faire à S10. Et s'il y a un risque hépatite, comme le délai de séroconversion est un peu plus long, on va faire à S12, en sachant que si on fait à S12 pour rassurer le patient, on peut faire éventuellement un petit peu avant pour le test VIH si la personne insiste. En cas d'exposition sanguine, pareil, hein, on a essayé de simplifier au maximum le bilan, je passe rapidement dessus. Alors, comme pour la PrEP, on a proposé des évolutions pour le TPE, alors qui sont, je pense, du point de vue réglementaire, plus importantes que ce qu'on propose dans la PrEP. Euh, D'abord, c'est d'élargir la disponibilité des kits de démarrage et de se calquer pour la prescription du traitement post-exposition, bon, on va dire pour la disponibilité plutôt pour la prescription, sur la contraception d'urgence. Puisqu'il y a déjà un circuit qui existe pour la contraception d'urgence, on se dit qu'on pourrait voilà, profiter de ce circuit-là pour le traitement post-exposition, ce qui permettrait voilà, de le donner au moins rapidement et puis de réfléchir dans un second temps de savoir s'il faut le poursuivre ou pas. Que ça soit disponible en pharmacie d'officine, en milieu communautaire, il y a des expérimentations qui montrent que ça paraît tout à fait faisable. Pour les infirmières d'orientation directement, sans passer par les médecins aux urgences. Étendre l'autorisation de prescription à tous les médecins, comme c'est le cas pour la PrEP actuellement, et également aux sages-femmes, comme on l'a recommandé pour la PrEP. Et puis, même chose que pour la PrEP, avoir une réglementation qui permet de le donner aux mineurs assez facilement. Donc, pour la conclusion sur le TPE, alors c'est pas le meilleur outil de santé publique pour la prévention du VIH. Je pense que s'il y a des billes à mettre pour promouvoir la prévention du VIH, c'est plutôt dans le TASP, donc dans le traitement des personnes qui vivent avec le VIH, et dans la PrEP, ce sont vraiment les priorités. Le traitement post-exposition, quand on analyse la littérature, voilà, c'est pas un très bon outil de santé publique. Le fait que ça existe, c'est une bonne chose, mais il faut pouvoir le donner dans de bonnes conditions. Mais c'est pas là qu'on va épargner des centaines d'infections, de nouvelles infections par le VIH. Et notamment parce qu'en fait, il faut que ça soit donné très vite après l'exposition. Euh, du point de vue thérapeutique, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête pour savoir quel traitement ils vont choisir, mais finalement, ça n'a aucune importance. N'importe quelle association va être efficace en traitement post-exposition. Aujourd'hui, les associations dont on dispose sont toutes bien tolérées. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de se prendre la tête avec ça. Et c'est pour ça qu'on a proposé d'avoir un traitement essentiellement, choisir un traitement sur le coup avec cette association à base de doravirine. Voilà, donc ben, je vous remercie pour votre attention. Je suis prêt pour répondre à vos questions. Vous avez ici les différents sites et puis je vous ai mis un QR code qui vous ramène directement sur les sites de la HAS pour la PrEP en haut et pour le traitement post-exposition en bas. Et je repasse la parole à Pierre pour l'animation des débats. Merci beaucoup, Cédric, pour cette présentation très claire. Alors, j'ai essayé de suivre au fur et à mesure dans le chat des questions. Alors, on va commencer d'abord par questions sur la PrEP. Il y a plus de questions sur le TPE globalement. Alors, il y avait une première question, enfin, ou deux premières questions qui concernaient le bilan préthérapeutique pour la PrEP. Une question de Franck Marcet de SIDA Info Service sur les sujets âgés par rapport à la fonction rénale. Est-ce que, il faut faire un bilan plus approfondi que la créatinine ou pas? Est-ce qu'il y a des précautions particulières pour la PrEP chez les sujets âgés? Puis il y avait une deuxième question que je pose en même temps corollaire, c'était sur le bilan de l'hépatite B. Il y avait des personnes qui s'interrogeaient sur le dépistage de l'hépatite B, qui est pourtant bien mentionné dans les recos. Et une question reliée, c'était quid en cas d'anti-HBC isolé par rapport à PrEP continue ou à la demande. Alors déjà, sur ces deux questions-là de bilan préthérapeutique. Alors, je pense que pour la fonction rénale, euh, il y a effectivement un peu de suspicion sur la toxicité rénale du tenofovir, mais finalement l'expérience montre, il ne faut pas oublier qu'il y a des millions de personnes qui sont sous tenofovir dans le monde actuellement, hein. La France représente qu'une toute petite fraction, mais c'est On a un l'association thérapeutique la petit bug plus de utilisée dans connexion, le monde. Cédric.
et on a très 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 peu de toxicité. Donc il n'y a pas de raison d'aller. On a bien su, alors je l'ai pas dit, mais on a supprimé la phosphorémie dans le bilan parce qu'on sait bien que c'est hyper difficile à interpréter et bon, vraiment ça sert à rien en fait en pratique, hein. Donc la simple créate suffit. Et effectivement, si on dépiste une insuffisance rénale débutante, si on a une diminution du DFG, je pense que c'est intéressant de prendre un avis éventuellement spécialisé à ce moment-là avant de passer à la PrEP. Aujourd'hui, on est un peu coincé parce qu'on n'a pas encore le caboté-gravir. Une fois que le caboté-gravir sera là, je pense qu'on aura cette possibilité secondaire. Mais voilà, il y a pas il y a vraiment très peu de toxicité. On utilise le tenofovir chez les personnes âgées qui vivent avec le VIH sans arrière-pensée. On le surveille, hein, mais voilà. Ils ont quand même des bilans que tous les 6 mois en pratique. Et puis pour l'hépatite B, bah, je pense que l'anti-HBC isolé en pratique, c'est quand même pas une difficulté majeure. C'est voilà, c'est a priori des personnes qui ont été en contact avec le virus. Il y a des personnes qui revaccinent, d'autres qui revaccinent pas. Voilà, je renvoie aux recommandations hépatites en pratique. Mais en tout cas, le fait que ça soit, est-ce que c'est une contre-indication à la PrEP intermittente? Alors là, clairement non. Ok, il y a plusieurs questions sur le cabotegravir injectable. Il y avait une question sur le délai entre les injections, 8 semaines versus 2 mois. On a écrit 2 mois et comme on l'a fait en thérapeutique aussi, hein, pour Cab-Rilpi, et c'est ce qui est écrit déjà dans les recommandations thérapeutiques. Mais il y avait d'autres questions sur le délai d'efficacité et sur le début extra-hospitalier ou intra-hospitalier de la PrEP par caboté injectable. A priori, alors de ce qu'on sait, hein, c'est que les conditions de commercialisation de la prétude, donc la formule cabotegravir en PrEP, seront les mêmes que celles du Vocabria, la formule cabotegravir en thérapeutique, et que donc on sera astreint, donc on aura la possibilité, mais pas l'obligation de faire un leading en phase orale pour tester la tolérance. Et les 3 premières injections devraient se faire en milieu de soins. Voilà, j'en sais pas plus pour l'instant. Il est possible que ce soit précisé au moment où le produit on aura la possibilité de le prescrire une fois que le remboursement sera effectif. Mais pour l'instant, en fait, on est dans les mêmes conditions que dans les conditions de. Et pour dire, je pense que le cabotegravir injectable pose quand même des questions sur l'utilisation sur le long terme, sur est-ce que tout le monde a bien compris ce risque quand même important d'émergence de virus résistants aux anti-intégrases. Voilà, donc le petit contact hospitalier initial me paraît pas forcément inutile dans cette situation-là. Question qui se posera pas avec le lenacapavir en pratique. Et il y a un corollaire de ça, c'est la place du cabotegravir oral en alternative aux injections sur un patient qui serait contre-indiqué au tenofovir pour insuffisance rénale, par exemple. On n'a pas de, oui, c'est une question qu'on m'a déjà posée. On n'a pas de données là-dessus. On n'a pas de données. Alors, utiliser une anti-intégrase en monothérapie, pourquoi pas, vu la puissance de la molécule. Alors, c'est pas forcément le cabotegravir qu'on choisirait parce que c'est pas la meilleure des anti-intégrases. Je dirais, si on devait faire de la PrEP, de la PrEP par anti-intégrase avec voilà, je suis pas sûr que je choisis par voie orale, hein, je suis pas sûr que je choisirais le cabotegravir si j'avais le choix. Donc, parce que ce qui fait le gros avantage du cabotegravir par rapport à la PrEP par tenofovir emtricitabine, c'est la voie d'administration, c'est pas tant intrinsèquement la puissance de la molécule. Et d'ailleurs, on voit, contrairement aux essais tenofovir emtricitabine, où on voit en fait, on voit pas chez des gens qui ont des taux thérapeutiques, on voit pas d'échec du traitement. Dans les essais sur le cabotegravir, on voit des personnes qui ont des taux qui paraissent tout à fait corrects et qui s'infectent malgré tout. Donc peut-être que la puissance intrinsèque préventive du cabotegravir, elle est moins bonne que celle de l'association tenofovir emtricitabine. C'est pour ça que je dis qu'il y a encore un peu d'interrogation sur la question du cabot. Et il y aura en complément toute la question de la gestion des arrêts de PrEP avec l'imprégnation prolongée pendant plusieurs mois à des concentrations infrathérapeutiques avec un gros risque pour le coup de sélection de résistance. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir apprendre à gérer. Je vais passer, alors il y a des questions sur PrEP et grossesse. Ça y est dans les recos, mais tu peux en dire un mot peut-être.
Ah oui, alors oui, oui, on est clair là-dessus que vraiment il n'y a pas du tout de contre-indication. Au contraire, c'est une bonne indication. Moi, je pense qu'ici tout le monde sait que on multiplie par 3 le risque de transmission au moment de la grossesse et au moment de l'allaitement. Donc des femmes qui sont en contact, ben, notamment parce on reste extrêmement mauvais pour le dépistage des conjoints, des femmes qui sont exposées régulièrement à un conjoint qui est séropositif, voilà, et éventuellement non traité, elles ont plus de risques de se contaminer pendant la grossesse que hors grossesse, et donc voilà, c'est tout à fait possible de donner de la PrEP pendant la grossesse et pendant l'allaitement. On a plein de données de la littérature là-dessus. Et puis voilà, que ce soit pour le. Alors le cabot, on a relativement peu de choses. Pas de Pour données. l'association Ténophobie Électricitabile, on a beaucoup de choses. Dernière question sur la PrEP après on bascule sur TPE, c'était sur les preppers qui décalent les horaires de prise. On avait un timing pour basculer sur un TPE en cas, on va dire, de schéma de PrEP non administré correctement. 4 heures de délai versus un peu de souplesse ou en pratique, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Euh, alors moi, je suis plutôt un partisan de la souplesse, à vrai dire, hein. On a eu beaucoup de discussions dans le groupe parce que je- on n'a pas pu trop le dire dans les recos, mais voilà, je peux le dire là. Euh, Il n'y a aucun argument pour dire que le TPE, ça doit être une trithérapie. Or, en pratique, euh, toutes les études qui ont été faites avec le traitement post-exposition, c'est quasiment que des monothérapies chez le singe. L'étude Princeps sur laquelle on se base avec la ZT chez les soignants, c'est aussi de la monothérapie. Et moi, j'étais partisan vraiment de dire, bah, écoutez, si vous avez votre traitement post-exposition, c'est votre comprimé de PrEP habituel, si ce n'est que, au lieu, si vous êtes en prise intermittente, bah, vous allez continuer un mois au lieu de le prendre de façon intermittente. Et voilà, bon, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. Finalement, on s'est dit, bon, c'est un peu unorthodoxe, on va dire. Donc, on est resté sur l'idée qu'il fallait basculer sur une trithérapie, qui me paraît un peu compliquer les choses. Mais, euh, mais voilà, donc je pense que sur la souplesse, voilà, nous, ce qu'on a quand même dit dans les recos, c'est que il faut surtout pas que quelqu'un qui a oublié sa PrEP, euh, alors pas oublié pendant un mois, hein, mais qui a oublié sa PrEP pendant 48 heures, a un rapport à risque et se dit ah merde, il faut que je passe à un TPE et va attendre de passer par les urgences, etc. Ce qu'on a marqué dans les recos, c'est dans ces cas-là, cette personne-là, elle reprend ses comprimés de PrEP et puis elle consulte pour l'accident d'exposition sans grande urgence, on va dire. Et puis on voit à ce moment-là si on passe à un traitement post-exposition, en gros si on rajoute une molécule ou pas pendant 30 jours. Mais, euh, mais voilà, il ne faut pas louper cette possibilité alors que les gens ont leur traitement avec eux. Il ne faut pas qu'elles arrêtent pour passer à un traitement post-exposition différent. Alors, sur le TPE, et ça va s'articuler très bien avec ta réponse là, c'était les discussions sur le délai 48 versus 72 heures. On a écrit 48 heures et puis les recommandations américaines, par exemple, mentionnaient 72. La littérature a été revue sur le sujet. Est-ce que tu peux dire un petit mot de ce délai de TPE en termes d'efficacité? Ben, ce qu'on peut dire, c'est que quand on regarde, le problème c'est qu'on n'a quasiment rien dans la littérature sur le traitement post-exposition. On n'a rien chez l'humain, rien, hein. Il y a zéro étude, à part l'étude sur la ZT qui date de Mathusalem et qui est une étude rétrospective, cas témoins rétrospective, avec une monothérapie d'un mauvais médicament, mais qui montre qu'on a 80% de réduction d'incidence, hein. Mais je ne suis pas sûr que l'étude serait aussi, voilà, elle n'a pas la méthodologie des études d'aujourd'hui. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on a. On dit le traitement post-exposition. J'entends le traitement post-exposition, c'est pas assez accessible, etc. Mais en fait, on n'a rien sur le traitement post-exposition. Il y a des pays qui ont choisi de ne pas faire de traitement post-exposition, hein, parce qu'ils s'estiment que finalement, on n'a pas assez de données là-dessus. Donc, ce qu'on voit dans les études, en tout cas dans les études chez le singe, c'est qu'au-delà de 48 heures, ça marche pas. Voilà. Ça marche un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, ça marche tant qu'ils sont sous traitement, et puis quand on arrête le traitement, bah, finalement, ils finissent par se séroconvertir. On s'est beaucoup pris la tête là-dessus pendant les recos parce que effectivement, on est les seuls à proposer 48 heures, hein. La plupart des grands pays industrialisés proposent 72, mais voilà, là, on nous a demandé de faire à partir de ce qui existait dans la littérature. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Mais voilà,
on voit bien. C'est pour ça qu'on a conçu la PrEP, hein, c'est parce que justement de donner le traitement après, on savait que ça marchait pas très bien. Donc voilà, l'idée c'est de le prendre le plus tôt possible et avant et au-delà de 48 heures, vraiment, il n'y a aucune donnée pour dire que ça peut être efficace. Alors après, il y a des questions sur les indications du TPE. Et alors, il y avait une première question, je crois que c'était Isabelle Lamory, sur elle s'interrogeait sur le délai qui avait été mis pour les patients pour avoir U égale U, c'est-à-dire une charge virale indétectable. En fait, je pense que c'est juste, peut-être que tu es passé vite sur la diapo. En fait, on a écrit charge virale indétectable. C'est une charge virale indétectable et être sous ARV depuis 6 mois. On n'a pas mis qu'il fallait 6 mois de charge virale indétectable Oui. en accord avec ce qui est écrit après pour le TASP, hein. Donc ça, je sais pas, Isabelle, tu regarderas dans le tableau, mais Oui, je pense qu'on est assez, on est un peu, je dirais, on est un peu trop rigoureux sur cette question-là. Et on sait que la diminution de la charge virale, elle est en dessous d'un certain seuil. C'est pour ça que l'OMS cette année a mis un seuil de transmission à 1000 copies finalement, parce que on est très exigeant avec nos charges virales indétectables, voilà, avec des traitements de plus de 6 mois. Donc voilà, on est parti sur du pragmatique. Voilà, un traitement depuis plus de 6 mois, contrôlé une fois avec une charge virale indétectable, c'est bon. Il y avait une question aussi sur le fait que les violences sexuelles soient une catégorie à discuter et sur le surrisque que ça peut représenter ou pas. Alors ça a été une grosse prise de tête aussi, parce que, alors, si on a, ça dépend comment on analyse la littérature. En gros, pour un acte donné, la littérature ne retrouve pas de surrisque de transmission du VIH. Donc, si vous vous posez dans les questions purement TPE, finalement, le fait que ce soit une violence sexuelle n'est pas un risque de surexposition au VIH. Par contre, si vous regardez une autre littérature qui est celle de finalement, notamment, on parle surtout des femmes là, des femmes qui sont soumises à des violences sexuelles, elles sont globalement plus exposées au VIH. Donc c'est compliqué de faire la distinction entre les deux, hein. Vous avez un contexte où il y a plus d'exposition au VIH, mais vous avez cette transmission par acte qui ne va pas être augmentée par la violence. Donc on est parti du principe. Alors la deuxième chose, c'est que on voulait casser un peu cette image de dire on ne peut pas refuser ça aux victimes, parce qu'on l'a entendu hein, dans les discussions qu'on a eues, on ne peut pas refuser ça aux victimes de violences. C'est pas une question de refuser un traitement, c'est que on part du principe, souvent comme soignant, que ça va rassurer la personne qu'elle ait un traitement post-exposition après des violences sexuelles. Or, c'est pas probablement pas si simple que ça, parce que donner un traitement, ça veut dire à la personne, là, vous avez vraiment, réellement été exposé à un risque important qui justifie qu'on vous donne un traitement, et ça peut être générateur d'angoisse aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a mis en catégorie intermédiaire, c'est vraiment une décision au cas par cas, c'est vraiment une décision partagée. Voilà, je pense pas qu'il y ait il y a pas de règle absolue dans le domaine. Euh, J'avoue que même au départ, on l'avait plutôt mis dans la catégorie des pas spécialement de nécessité de traitement post-exposition. Puis à réflexion, en relisant la littérature et notamment sur cette histoire que les femmes qui sont dans des milieux violents sont plus exposées au VIH, on a remis ça un peu en situation intermédiaire. On parle des Alors, violences commises en France, hein, bien sûr, hein. Je ne parle pas des zones où, bon, je pense à la Guyane notamment, hein, ça a toujours été compliqué dans les recommandations de faire avec la Guyane, entre guillemets, qui est vraiment une situation vraiment très, 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 très spécifique. TPE et grossesse sur le choix des molécules, et ça viendra après sur le choix de la question de la doravirine. Donc là, en cas de grossesse, pour un TPE, dans les molécules recommandées, Bah, on l'a mis dans les recos. Je crois qu'on recommande plutôt le raltegravir en deuxième intention dans ce cas-là, voilà, mais ou le dolutegravir, qui était possible il y a aussi. très peu d'arguments pour dire que la doravirine poserait des problèmes pendant les grossesses, mais c'est vrai qu'on manque encore un petit peu de recul. On a un petit peu plus de recul sur l'isantresse, mais en pratique, toutes les molécules qui ne sont pas utilisées dans les pays à ressources limitées, et actuellement c'est le dolutegravir qui est essentiellement qui est utilisé, voilà. Donc on peut faire dolu ou isantresse, ça n'a probablement pas beaucoup d'importance. Dans les recos grossesse, la doravirine a été mis. Enfin, c'est le manque de données, en fait, hein, voilà, qui fait que par prudence, on est toujours à utiliser les molécules les plus
les mieux éprouvés. Et il y a des questions au niveau des pharmaciens sur le choix de la doravirine et le fait que ça impose pour les pharmaciens de déconditionner, reconditionner avec des coûts, et que finalement l'argument du coût versus ce Biktarvy qui existe en blister pourrait être relativisé si on intègre ça pour des questions de reconditionnement, de péremption éventuelle. Alors ça concerne que les kits, mais les pharmacies sont tout à fait aptes à fabriquer des kits avec des dates de péremption relativement longues, hein. Nous, c'est ce qu'on a, hein. On a des kits, alors c'est pas de la doravirine, c'est de la Rilpi, mais qui est reconditionné sous forme de blister. Et en soi, c'est pas une difficulté. Après, c'est pour ça c'est vraiment pas le problème, je dirais, la molécule. Finalement, comme tout est efficace. Donc, si, localement, la solution la moins coûteuse qu'on trouve, elle est à base de Biktarvy, pourquoi pas, hein. C'est vraiment des questions de fonctionnement locaux, hein. On n'a pas du tout été dogmatique, hein, sur la question de. On a juste dit voilà ce qui coûte le moins cher, et puis le reste, ben, voilà, ça coûte plus cher. Puis après, chacun fait un peu en fonction de son organisation, hein. Une question de Franck Marcé aussi de Site Info Service là sur le fait que on ouvre la possibilité qu'il y ait des starter kits un peu plus accessibles, notamment au service des urgences par exemple, et une question sur du coup la réanalyse à J2, J3 après le week-end par exemple de ces indications dans une consultation spécialisée sur l'organisation pratique, un engorgement éventuel, s'il y a beaucoup de starter kits initiés sans finalement appréciation médicale de l'indication. Oui, alors c'est les Anglais, hein, qui ont un peu. Il y a un papier qui est sorti il n'y a pas extrêmement longtemps, bah, encore pendant la période qu'on rédigeait, donc ça va faire un an et demi là maintenant, qui remettait un peu en question les starter kits parce que pour eux c'était comment dire, un facteur de risque de non-observance, c'est-à-dire de ne pas aller jusqu'au bout du traitement. Et personne finalement avait pris le traitement un peu dans l'urgence, ont eu leur starter kit et abandonnent parce que voilà, c'est un peu compliqué de reconsulter pour avoir la suite du traitement. Donc c'est une vraie bonne question, la question du est-ce qu'il faut un starter kit ou pas. Après, là, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse mieux donner le traitement en urgence. C'est pour ça l'idée aussi de calquer la contraception d'urgence, c'est que ça soit beaucoup plus facilement accessible dans ces conditions-là. Donc la réévaluation, c'est des questions d'organisation locale. Je pense pas qu'on croule sous les demandes en pratique. Je redis ce que je disais à la fin là, du topo, hein. C'est pas un super outil de santé publique, le traitement post-exposition. C'est vraiment une espèce de béquille. Voilà. Donc je pense qu'il faut s'organiser en fonction de la demande, mais je crois pas trop à l'abondance des demandes. L'idée que ça soit délivré aux urgences par les infirmières d'orientation, pour moi, les urgences, c'est vraiment pas le bon endroit pour faire un interrogatoire de santé sexuelle. Moi, un entretien de santé sexuelle, aborder avec les gens les conditions de leur exposition. Surtout que, en fait, si on leur prescrit aux urgences un traitement transitoire, il va falloir qu'elles re-racontent leur histoire, voilà, dans un CGID ou un truc comme ça. Et l'expérience a bien montré que les personnes se sentent plus à l'aise dans des endroits où on vient discuter de santé sexuelle. Ça pourrait être les centres de santé sexuelle, ça peut être les CGID, où là ils se sentent parfaitement à l'aise pour parler des questions de santé sexuelle. Et donc l'idée c'est qu'en fait on délivre le kit, la personne vient, elle dit j'ai pris un risque, on lui donne le kit et puis on réévalue, on va pas lui poser 50 questions, on lui donne le kit, on vérifie qu'il n'y a pas de contre-indication et puis il y aura une vraie évaluation dans un second temps. C'est plutôt ça l'idée en fait en pratique. Mais je ne sais pas si ça marchera, hein, il faudrait qu'on expérimente en pratique. Et il y a une question sur la délivrance par des associatifs de starter kits. Oui, bah, il y a une expérimentation qui est en cours là, mais on pourrait, pareil, je pense qu'il ne faut pas réinventer la poudre, c'est-à-dire que les associations finalement qu'on habilite à faire des TROD, bah, voilà, on pourrait se dire qu'une association qui est habilitée à faire des TROD, donc qui a une formation un peu solide, je trouve que ce qu'on demande comme formation pour faire des TROD, c'est déjà beaucoup, bah, pourrait finalement, avec pas grand-chose de plus, pouvoir proposer des starter kits. Et je pense que en milieu associatif, le gros avantage, c'est qu'on sait qu'il y a de l'accompagnement, qu'on va justement pas avoir des personnes voilà, qui vont moins facilement se perdre sur le parcours. Donc moi, je pense que on l'a proposé, hein, Mais dans les. après, il y a
Il y a besoin d'une évolution réglementaire pour le coup, Oui, pour oui, que ce ah oui, soit. oui, Voilà. nous, on l'a proposé dans les évolutions réglementaires nécessaires, comme au même titre que ça puisse être prescrit par les médecins généralistes, tout simplement, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je reviens en arrière il y avait la question là sur les violences sexuelles et l'appréciation du risque, et il y avait une question corollaire sur les personnes transgenres, en fonction qu'elles sont des femmes trans travailleuses du sexe ou pas, et dans l'appréciation du risque, est-ce que ça change quelque chose? Alors, si la source c'est dans le Pour les cas. personnes exposées, pour le TPE, Ah oui, alors, de ce ce que qu'on je a dit, comprends. c'est que si je suis, dans la mesure où la prévalence dans le milieu transgenre est plus élevée qu'en population générale, et elle est supérieure au 1% s'était mis un peu comme barre, finalement, le fait que ça soit une travailleuse du sexe ou pas, ça change pas grand-chose, c'est le côté transgenre qui joue. Les travailleuses du sexe non transgenres, on nous a déjà posé la question quand on a commencé à présenter les ROCO là, depuis la sortie. C'est vrai que la prévalence du VIH chez les travailleuses cis nées en France, elle est finalement pas loin de celle des femmes de la population générale. Et donc on ne les a pas considérées comme une source de surexposition. Voilà. Mais trans, vous avez vu dans les recos, trans, ça rentre systématiquement dans la même catégorie que HSH, c'est-à-dire des personnes où on sait que le VIH circule de façon plus importante. Bon, je ne l'ai pas redit au début, mais ce qui est important pour les calculs de risque, c'est pas la prévalence du VIH dans la population, c'est la prévalence du VIH non diagnostiqué. Vous avez des populations où la prévalence du VIH peut être, on va dire, assez importante, mais où le diagnostic est vraiment très présent, et puis d'autres où elle est non diagnostiquée. Et chez les personnes trans, on est dans de la prévalence de VIH non diagnostiqué qui est plutôt plus élevée que dans d'autres populations. Donc c'est ça qu'on prend en compte dans le principe du risque, plus que le travail du sexe en fait en pratique. Alors, pardon, la question est précisée, c'était aussi est-ce qu'il y a une différence entre femmes trans et hommes trans? Alors, on n'a pas fait, pour simplifier les choses, parce que je pense qu'il faut que les recommandations soient vraiment accessibles au plus large, on va dire, on a vraiment fait exprès de ne pas distinguer. C'est-à-dire, on a parlé de population trans, mais on n'a pas fait la différence entre hommes trans et femmes trans. Et c'est très compliqué d'avoir des études, on va dire, comment dire, qui permettent de distinguer les deux populations. Alors après, il y avait une question sur le suivi et donc la volonté de simplifier avec un seul bilan, mais finalement avec S6, S10, S12 et le côté tardif de S12. Oui, on est tout à fait d'accord que S12 c'est tardif et c'est pour ça qu'on a dit que si on prenait la décision de faire un bilan à S12 parce qu'il y a un risque hépatite, bah, rien ne nous empêche de faire un bilan un petit peu avant, mais essentiellement pour rassurer la personne. Voilà, c'est juste que l'idée c'était d'éviter un surnombre de contacts avec le système de soins, que ce soit des gens qu'on fasse revenir en milieu de soins ou des personnes qui font leur bilan en biologie en ville. Euh, voilà. Donc c'était cette idée-là, hein. Mais on savait bien que S12, ça paraissait un peu loin pour certaines personnes. Après, quelqu'un qui se pose pas de questions, où le risque a été estimé finalement assez faible, etc., mais qui n'était pas vacciné contre l'hépatite B, bah, voilà, on va tout faire à S12 et puis ça suffira. Mais effectivement, dans un certain nombre de cas, on pourra faire le bilan, notamment VIH, avant pour rassurer les personnes un peu plus tôt, quoi. Alors, je reviens sur TPE et grossesse parce que peut-être on n'a pas été clair. Il y avait une question qui revenait là sur le fait que si on veut utiliser les molécules les plus éprouvées, faut-il mettre le darunavir? Je pense que les anti-intégrases, notamment le Ralté et le dolutegravir maintenant, sont quand même tout à fait possibles et recommandés dans la grossesse. Donc non, non, c'était pas pour faire notre message était peut-être pas clair, mais le Raltegravir notamment est bien éprouvé. Oui, et puis je pense que surtout que il faut se placer dans des conditions. Le darunavir, on a eu une expérience dans les pays industrialisés, mais c'est une molécule qui a quasiment jamais été utilisée dans les pays à ressources limitées. Or, il y a actuellement 1 million de grossesses sous dolutegravir tous les ans.
Voilà, si, il y avait des effets secondaires un peu spécifiques, on s'en se serait. Voilà, c'était le but de l'étude CEPAMO, justement, d'étudier ça. Donc c'est aujourd'hui, finalement, le dolutegravir est infiniment mieux étudié dans la grossesse que ne l'a jamais été le darunavir. Alors, il y avait une question toujours sur le suivi. C'était sur les délais minimaux entre fin du TPE et sérologie VIH pour dire qu'on peut exclure complètement une infection par le VIH si un patient a eu 4 semaines de TPE. Bah, c'est pour ça qu'on est à S10, hein, c'est parce on a calculé 4 plus 6. Après, si on regarde les algorithmes de positivité des tests en post-exposition, on aurait pu mettre 8 semaines, parce qu'on sait bien qu'à 4 semaines post-exposition, l'immense majorité des personnes qui doivent séroconvertir auront séroconverti. Et les 2 semaines qu'on se donne supplémentaires, c'est pour le 0,01% qui va séroconvertir un peu plus tardivement, quoi. Alors, on va arriver au terme du webinaire. Il y a une dernière question, c'était sur la suppression du J15 pour la surveillance de la créate pour le TPE, avec un cas rapporté d'insuffisance rénale aiguë précoce sous Zevipléra, mais on ne le fait pas en thérapeutique. Quand on initie des ARV, on ne fait pas un bilan à J15 en général, donc je crois que c'était un peu notre réflexion pour supprimer ce bilan précoce. Et puis, une dernière question, Agathe Delpaux du quotidien du médecin, pour le suivi pour la PrEP. Donc, sur le rythme de suivi, est-ce que suivi 6 mois versus 3 mois, le rythme de suivi des patients sous PrEP, mais tu as déjà un petit peu répondu sur On a le fait dit de 3. personnaliser. Oui, on a dit, oui, c'est 3 à 6 mois et on a même dit que chez des personnes sous PrEP stabilisées, probablement qu'une fois par an, un suivi annuel, ça suffit. Il y a pas tellement de raisons d'aller surveiller de façon plus fréquente des personnes sous PrEP que des personnes sous antirétroviraux. Alors, c'est vrai que sous antirétroviraux, pour l'instant, on fait des charges virales tous les 6 mois, mais on a bien l'impression des fois qu'on est un peu excessif dans ce domaine-là. Donc je pense qu'il faut vraiment être rassurant par rapport à ça. C'est des domaines où il ne faut pas être dogmatique, hein. C'est pour ça qu'on a vraiment donné voilà, des espaces, 3 à 6 mois, où on va dire au début, et puis après, je pense qu'il y a des patients qu'on verra qu'une fois par an. Ça dépend de l'habitude du médecin aussi, voilà, ça dépend de plein de facteurs, de désangoisse du patient. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Il y avait une dernière question bonus, allez, il nous reste 1 minute sur Doxypep, la doxycycline pour, alors là, il y a une question sur la syphilis, mais la question, elle est plus large, et Ben, on alors, conclura sur ça. oui, alors là c'est assez simple, hein. On attend les recommandations du groupe IST, hein. Il y a des recommandations qui vont sortir. On s'est juste entendu, nous, avec le groupe IST, au moment où on a déposé nos recommandations à l'HAS, pour être sûr qu'on n'était pas en opposition avec ce que pensaient à ce moment-là. Mais eux, ils n'avaient pas encore terminé leur boulot. Et Ça ne donc, va pas changer donc, voilà. sur le Donc texte. voilà, on a dit que on manquait un petit peu de données encore, que ça pouvait s'envisager, pas de façon systématique. En fait, on ne le recommande pas de façon systématique, mais qu'il y a un certain nombre de situations d'exposition importantes. On pense notamment aux personnes qui ont fait des syphilis multiples, où ça pouvait effectivement se discuter. Mais on ne le recommande pas de façon un peu automatique en pratique. Et ça sera écrit comme ça dans les recommandations IST sur une décision partagée au cas par cas, mais pas en systématique. Voilà, il est 14 heures. On va donc maintenant clôturer ce webinaire qui sera disponible en replay sur les sites de la NRS et du CNS. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup Cédric pour cet exposé super clair. Merci Pierre. Et merci à tous pour les questions dans le chat. Bonne journée à tous. Bonne Au journée à revoir. tous.